Et nous passons à la dernière séquence de la matinée sous le format table ronde. Son thème: face à la raréfaction des ressources et à l'inflation, quelle résilience pour les modèles responsables. J'ai le plaisir d'appeler sur scène Marie-Laure Jarry, directrice générale Maison Le Goff, Héloïse Lebars, co-responsable RSE du groupe Olga, et Sébastien Marcand, président d'Imatera. Vous pouvez les applaudir. Merci de me rejoindre pour cette table ronde. Donc je vais profiter de ce petit temps de mouvement dans la salle. Je vous rappelle que nous sommes diffusés en direct sur mysefia.com, une émission qui sera disponible en replay sur mysefia.com. Sébastien Marcand nous a rejoint. Je vous en prie, installez-vous. On attend Marie-Laure Jarry et Héloïse Lebars. J'en profite pour dire quelques mots sur nos intervenants le temps que l'on s'installe. Héloïse, vous êtes co-responsable co-responsable RSE du groupe Olga. Vous êtes à ma gauche. Bonjour à vous. Olga, c'est le groupe pionnier de la bio et du végétal. Une forte connexion à l'amont agricole avec 25 filières d'approvisionnement, 18 sites de production, dont 8 en Bretagne, 1350 collaborateurs, une grande diversité de métiers, céréales petit déjeuner, poudre nutritionnelle pour sportifs, en passant par les yaourts au soja et les fromages de chèvre. Vous êtes au sein d'un service RSE de 4 personnes, enjeux sociaux, management de l'énergie et puis connexion à l'amont agricole. C'est votre responsabilité, Héloïse, et puis d'autres champs d'action dont on va parler. À mes côtés également, Marie-Laure Jarry. Bonjour, vous êtes directrice générale de Maison Le Goff, une maison historique du pays de Morlaix, une entreprise créée dans les années 50. Aujourd'hui, 45 salariés, caractérisée par son savoir-faire pâtissier. Des galettes, des palets bretons, des petits beurres, des biscuits apéritifs salés, des cookies, des pâtes jaunes vendus en grande distribution sous marque de distributeur et marque nationale. Et vous-même, vous avez une expérience. On a parlé de Danone. Vous étiez au sein de la division eau et minérale et vous avez rejoint Maison Le Goff après une expérience au sein du guide gastronomique Go et Mio. On va revenir sur votre action au sein de Maison Le Goff. Et Sébastien Marcand, troisième intervenant de cette table ronde, vous présentez comme un entrepreneur éclaireur, Sébastien, président d'Imatera, une coopérative, un cabinet conseil sous format coopératif né en 2014 de la rencontre d'un économiste qui travaille à l'intégration du développement durable dans les modèles économiques et d'acteurs engagés dans la transformation des écosystèmes. L'enjeu, c'est créer de la durabilité et de réussir les transitions. Une quarantaine de sociétaires, 10 salariés sur 4 régions. Vous êtes le responsable du territoire Grand Ouest. Alors, nous avons une question qui a été posée. Nous allons tâcher d'y répondre. Quelle résilience pour les modèles responsables? Allez, on va faire simple. On va d'abord poser le décor. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'un modèle responsable? Sébastien Marcand, à vous de commencer. Tentative de définir ce qu'est un modèle responsable. C'est quoi votre point de vue? Oui, bonjour à tous, c'est moi qui commence, alors je m'y colle à la question. En fait, on va tout de suite sur les modèles, on dirait process, modèle économique, etc. Je pense qu'avant tout, c'est une question d'hommes, de femmes, une question très RH. Et c'est quoi la petite capsule temps qu'on s'accorde pour regarder ce qui est en train de se passer, de comment on fonctionne, qu'est-ce qui est en train de se passer et de s'aligner d'abord sur ça. C'est un petit peu le point de départ si on veut cheminer ensemble. Donc pour moi, un modèle responsable, c'est avant tout prendre conscience de où on se trouve et où on voudrait aller ensemble. La deuxième chose, c'est prendre conscience que on doit se coopérer, on doit s'ouvrir à ces parties prenantes. Et j'en veux pour preuve qu'en moyenne, dans l'industrie française, 80% des impacts ne se trouve pas dans l'industrie elle-même, tant bien même on dirait elle est impactante, polluante, mais elle va se trouver dans les interactions avec ses parties prenantes, chez ses fournisseurs, chez ses clients, enfin, etc., quoi. Et donc du coup, on peut se démener comme un beau diable dans son entreprise. Si on n'a pas ces interactions, en fait, là, on a peu de chances d'arriver vers des modèles responsables, en fait, quoi. Et pour moi, la troisième point, c'est se questionner du modèle économique, parce que, en tout cas, aujourd'hui, on sait que
on ne peut pas aspirer à la RSE 2.0 parce qu'elle ne suffira pas et qu'il faut interroger plus profondément sa façon de travailler, d'interagir et sa façon aussi de se décorréler du volume. C'est comment on sort de la volume dépendance, c'est-à-dire d'être obligé de produire. Et donc forcément, quand on produit, même si on le fait le plus proprement possible, il y a toujours des impacts. Comment on fait demain pour probablement produire moins, mais continuer à développer de la valeur? Et on sait que ces valeurs-là, en fait, elles doivent répondre à des enjeux. Et les enjeux, vous le savez, ils ont changé profondément de nature. Et du coup, comment on met en mouvement différemment tout le patrimoine immatériel de l'entreprise pour adresser ces nouveaux enjeux et qui vont être source de nouveaux champs de valeur qui vont rentrer dans le modèle économique. Alors, merci effectivement pour cette définition, cette introduction, décorréler la croissance des volumes. Je répète ce que vous avez dit, c'est important. On est en train effectivement de remettre en cause, au fond, ce qui a été le modèle de l'industrie agroalimentaire pendant des années, avec une phrase, une expression comme celle-ci. Je me tourne vers Marie-Laure Jarry. Ça vous parle, ce que vient de dire Sébastien Marcand? Oui, alors ça me parle. Moi, pour répondre à la question, je partage tout à fait cet objectif de décorréler les volumes. Pour moi, il n'y a qu'une seule voie sur la résilience alimentaire, c'est celle du modèle régénératif. Donc nous, dans les décisions qu'on a prises, c'est d'engager Maison Le Goff dans la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est un parcours de formation qu'on a commencé en janvier avec Ludivine Savéan, qui est ma responsable RSE. Et l'objectif, c'est de définir la feuille de route régénérative de Maison Le Goff à 2030. Donc ça veut dire que le modèle régénératif, vous redonnez plus à la terre que ce que vous prenez. Et là-dessus, il y a une méthodologie qui vient d'être évoquée en partie. C'est déjà d'éviter, de réduire, puis de contribuer et puis de régénérer. Donc on peut avoir des pratiques régénératives. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une énorme annonce qui est sortie cette nuit. C'est l'obligation de l'affichage environnemental pour les produits alimentaires et pour les vêtements à partir du 1er janvier 2024. Alors, on peut penser que beaucoup de lobbying vont se mobiliser pour reporter évidemment cette échéance. Nous, chez Maison Le Goff, on a fait le choix de commencer à formuler nos produits, bien sûr avec la gourmandise, puisque c'est notre KPI numéro 1, mais avec le Planet Score. Et dès le mois d'avril, nous allons commencer à sortir nos produits avec cet indicateur. Et dernier point, le premier CODIR de lundi, enfin le CODIR de lundi, a commencé avec un téléphone posé sur la table. S'il vous plaît, désormais, appelez la planète avant toute décision. Et ce téléphone, il est là. C'est-à-dire, je vais construire un nouveau bâtiment, je vais lancer une gamme de produits, etc., etc. Ça va être quoi mon impact sur la biodiversité et le climat? À chaque décision, vous allez vous poser cette question. C'est ce que symbolise ce téléphone. On va revenir dans le détail sur les décisions justement et les actions que vous menez. Héloïse, alors même question, un modèle responsable, c'est quoi? On a parlé de la Convention des entreprises pour le climat. Je crois savoir que ça engage Olga également. Alors effectivement, Olga a participé à la première session de la Convention nationale des entreprises pour le climat, donc qui a abouti en juillet dernier. C'est un parcours apprenant, je dirais. Il faut dire quelques mots peut-être parce que tout le monde n'est pas forcément familier. Qu'est-ce que c'est que la Convention Alors la Convention des entreprises pour le climat fait suite à la Convention citoyenne pour le climat, donc qui avait été lancée par le gouvernement et a abouti notamment à la loi climat et résilience en 2019. Un des appels des citoyens à ce moment-là était de dire que finalement le mouvement ne pouvait s'opérer que si le tissu économique s'investissait également dans ce sujet de la transition climatique. Et c'est comme ça qu'a été créée la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est un groupe de 150 entreprises en fait, qui ont participé à cette convention, de tout secteur d'activité, de toute taille. Et c'est vrai que c'est une démarche qui est extrêmement intéressante. Et comme le disait Marie-Laure à l'instant, l'idée est bien d'aller creuser de nouvelles thématiques, que ce soit autour de
nouveau modèle de comptabilité autour de cette notion, de ce concept de régénération, de se dire finalement comment est-ce qu'on n'est pas dans la limitation, dans la mitigation des impacts, mais bien dans le fait de régénérer, de restaurer le vivant. Et c'est vrai qu'on fait partie d'entreprises de l'agroalimentaire, donc ce lien au vivant, il est d'autant plus prégnant, il est d'autant plus fort. Et de fait, derrière, la question du modèle responsable est extrêmement importante. Et pour reprendre les notions partagées par Sébastien aussi, je pense qu'il y a effectivement une notion clé autour de l'humain, du modèle managérial. Et c'est vrai que chez Olga, c'est quelque chose sur lequel on souhaite mettre vraiment l'accent, donc autour d'une organisation plus, on va dire, dans un... Alors, le terme un peu scientifique, c'est le modèle OPAL qui a été explicité par Frédéric Laloux. L'idée, c'était d'être sur un modèle managérial plus collaboratif, donc qu'on appelle plus horizontal finalement, pour rompre le modèle pyramidal classique. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui permet de mettre en avant cette notion de responsabilité du salarié, responsabilité de la partie prenante. Et au-delà de cette responsabilité finalement sociale, il y a également la responsabilité environnementale, donc, qui là va vraiment toucher le cœur des enjeux de régénération. En vous posant cette question de définir un modèle responsable, je me rends compte qu'effectivement, ça amène très vite à parler du modèle de l'entreprise, en fait, de sa stratégie d'entreprise. Juste encore un mot, Héloïse, parce qu'effectivement, on a évoqué également avec Marie-Laure cet engagement dans la Convention Citoyen Climat. On sent qu'effectivement, ça a eu un impact en termes de stratégie d'entreprise. Mais concrètement, alors pour Olga, qui est un pionnier de la bio, du végétal, on aurait, enfin voilà, je n'ai qu'un regard extérieur, mais j'aurais tendance à dire il y a sans doute eu beaucoup de choses de faites. Qu'est-ce qui a changé en gros? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Ça a été quoi l'effet de cet engagement? Alors effectivement, il y a une, je dirais que c'est plus une continuité. Ça va dans le sens de ce qui était déjà porté par l'entreprise auparavant. Donc surtout que la démarche RSE au global, donc qui est portée par mon équipe. La CEC est venue renforcer quelques notions, est venue creuser sur certaines thématiques. Et du coup, Maison Le Goff aura la chance de vivre ce cheminement et l'intervention de différents experts. Pour moi, la Convention des entreprises pour le climat, c'est avant tout une ouverture sur cette question de la responsabilité et sur cette question de régénération aussi, de vraiment se dire finalement demain, est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à fermer boutique qu'à poursuivre en générant autant d'impact. C'est très important ce que vous venez de dire, Héloïse. Alors, Marie-Laure a réagi parce que justement, on est en train de parler de choix forts, des exemples. Alors, dans les choix forts, il faut savoir que dans l'agroalimentaire, 85% de notre impact, et Sébastien l'a dit aussi, concerne l'amont. Donc, ça veut dire, nous, le beurre, le sucre, la farine qu'on va acheter. C'est-à-dire pour 65% les matières, plus 20% de transport amont, le temps que ça arrive chez nous à Morlaix. Donc notre premier job, c'est de dire, par exemple, quand on formule un produit sur le Planet Score, on a fait tourner la moulinette, juste pour vous donner un exemple, et à note C. Alors, on se disait, pourtant, nous, on achète tout en France, on est en filière ceci, filière cela. Honnêtement, on pensait qu'on allait avoir une meilleure note au début. Enfin, en tous les cas, moi, je le pensais. Et on s'est aperçu qu'on a dû aller plus loin et notamment faire des choix. Donc c'est du concret. Typiquement, maintenant, dans les produits conventionnels qu'on va développer, le beurre sera bio. Parce que dans le Planet Score, il y a un item de bien-être animal et que le Planet Score reconnaît le cahier des charges du label rouge et de la bio pour pouvoir noter cet ingrédient. Sur le sucre, vous avez suivi, là, c'est en phase avec l'actualité, l'arrêt d'un pesticide célèbre sur la culture de la betterave sucrière française. Typiquement, on va basculer en sucre bio. Donc voilà, l'idée, c'est la responsabilité, c'est de commencer à avoir des pratiques régénératives en formulant les produits avec la planète. Alors, des choix forts, effectivement, sous l'angle environnemental. Rappelons que le Planet Score, effectivement, en termes d'affichage environnemental, se base sur un socle d'analyse de cycle de vie, mais avec différentes valorisations selon les critères bien-être animal, biodiversité, climat et pesticides.
Et dans vos décisions, allez, un peu, j'allais dire radicales, mais en tout cas fortes, parce que on a commencé avec Sébastien qui parlait de décorrélation de la croissance avec des volumes. Est-ce que ça veut dire que parfois, il faut savoir renoncer, dire non? Clairement, en fait, nous, on est en train de... Alors, on s'est fixé 7 ans pour le faire, hein. Mais aujourd'hui, nous, on a un modèle qui est encore très largement, majoritairement, un producteur de MDD. Bon, ça, c'est l'historique de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'en 2030, envoyer du 4 quarts à Aix-en-Provence, on se dit que ça ne va pas être forcément une bonne idée. Donc, notre enjeu, c'est vraiment de se développer. Ça va aussi avec un mode de gouvernance et de coopération beaucoup plus local. Moi, je pense que la première décision, c'est que non, on n'ira pas à l'export. On n'ira pas vendre des biscuits au Japon. La deuxième, c'est que peut-être qu'on sera une boîte, on est 45, et ben, on ne va pas grossir. D'accord ? Donc, et l'autre point, c'est de se développer vraiment localement, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de clients locaux. Donc, ça veut dire plus, là, on va accompagner la communauté de communes de Brest sur tous ces événements parce qu'ils sont très en phase avec notre politique RSE. Donc, tous les événements qu'accueillera Brest, ce sera nos produits aux pauses, plus la restauration. Enfin, vraiment sillonner, parce que moi, je pense qu'au-delà de ce qu'on se dit là, la gouvernance de demain, elle sera beaucoup plus locale que ce qu'elle n'est aujourd'hui, et à commencer par l'énergie, si on en reparle. Sébastien, justement, cette implantation locale, pour vous, c'est justement une des clés qui peut permettre d'ailleurs de mieux passer certaines crises qu'on a vécues? Oui, du coup, ça invite cet item de la coopération là, qui a été cité. Alors, quand on est, par exemple, une entreprise qui travaille sur tout le territoire français, ben, forcément, quand c'est local, c'est bien, mais parfois, on peut aussi bien coopérer avec des fournisseurs, des prestataires qui peuvent être plus loin, quoi. Et avant ça, je pense qu'il y a un élément clé, c'est de travailler. Alors, on en entend beaucoup parler, la raison d'être. Parfois, c'est un peu tarte à la crème ou un peu affichage. En tout cas, comme nous, chez Matera, on en fait un vrai levier pour retrouver un sens commun. Et la raison d'être, c'est du point de vue de ces parties prenantes, ces clients, ces fournisseurs, sur quels enjeux, quels impacts notre entreprise est attendue, en fait. Qu'est-ce que vraiment, à quoi on cherche vraiment à contribuer? Et à partir de ce socle commun, on peut réinventer des modalités différentes, c'est-à-dire des façons de s'y prendre différemment pour venir répondre à cette raison d'être et y intégrer un certain nombre d'impacts environnementaux, sociaux, mais aussi monétaires, quoi. Et coopérer, c'est très différent de collaborer. Collaborer, c'est partager le labeur. Si on reprend les historiques latines, en fait, coopérer, c'est faire œuvre commune, ce qui est très différent. Et ce qu'on n'a pas appris à l'école, parce que surtout on n'avait pas le droit de regarder sur la copie du voisin. Donc du coup, il faut un petit peu réapprendre ça. Et je vous le dis, je le redis tout le temps en entreprise, vous n'imaginez pas à quel point vos parties prenantes, vos clients, vos fournisseurs, vos collègues du service d'à côté ont envie de vous aider. Alors Sébastien Marquand, un exemple concret. Alors, on va pas être dans l'agroalimentaire, on va être chez Cadieux Industrier dans le Finistère, 700-800 personnes, numéro 1 français de fabrication de portails en aluminium, qui voit la législation évoluer, qui a été assez loin en RSE, qui se dit maintenant, à un moment donné, tu peux pas laver plus blanc que blanc. Donc, si je produis encore, c'est comment, du coup, je décorrèle ça. On voit aussi que zéro artificialisation nette, moins de grands terrains, donc moins de portails, moins de cours, etc. Mon marché aussi est un peu potentiellement en tension, quoi. Et de dire, première étape, c'est de dire, du coup, ma raison d'être, c'est pas de produire des portails, ça c'est ce que je fais, c'est mon activité. Ma raison d'être, c'est comment de contribuer, de concevoir des espaces de vie extérieurs harmonieux et fonctionnels. Donc, quand vous avez dit ça, maintenant, tu bosses derrière pour rendre ça concret. Donc, toutes les équipes se mettent en mouvement de se dire, OK, comment on va co-construire, notamment avec mon partie prenante, des espaces de vie harmonieux. Et du coup, on change de posture. On commence par une innovation de posture. C'est que je ne suis plus fabricant de portail. Je suis contributeur d'un marché de l'habitat qui est en mutation. Et comment je joue à ça. Et le fait de se dire, on ne va pas y arriver seul, on va aller chercher nos fournisseurs. Et donc, en 2019, une fois que la raison d'être est posée, dans un atelier avec les fournisseurs, les clients, les parties prenantes, Cadieux prend la décision dorénavant
nous ferons une journée stratégique avec nos 10 fournisseurs clés. Ils font ça en 2019. Mars 2020, il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et c'était un petit peu tendu. Ils ont réussi à ne pas fermer, 0 rupture, et encore aujourd'hui, où ils font appel à des composants, à des matières premières sous tension, il y a eu zéro en tout cas rupture d'approvisionnement du fait de cette solidarité, voilà, et cette intégration à l'écosystème local. Et ce que je veux dire par là, c'est que on va plutôt dans une stratégie des petites victoires. Et une des premières petites victoires, c'est de créer de la résilience. C'est-à-dire qu'on ne va pas gagner des 100 et des 1000, on ne va pas vous promettre que vous allez gagner vachement plus en vous intéressant à ces façons de faire différemment. Par contre, des Covid, malheureusement des trucs un peu moches comme ça, on risque de s'en prendre encore quelques-uns sur le coin de la cafetière. Donc du coup, c'est l'idée de se dire comment ensemble on devient plus résilient et surtout comment on retrouve un sens commun en interne, mais aussi en externe. Et quand on a retrouvé un cap, du coup, c'est quand même vachement plus facile d'avancer, même si les vents sont changeants. Bel exemple. Héloïse, des exemples concrets, peut-être inspirés justement sous cet angle du local? Alors, il y a effectivement des notions intéressantes qui viennent d'être partagées, cette notion de coopération. Et c'est vrai que Olga exporte des produits à l'étranger aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, puisque la logistique qui est nécessaire au transport des marchandises donc, vers les pays étrangers pose question. Même si on sait, et Marie-Laure l'a rappelé, que l'amont agricole est quand même le poste d'émission le plus important en matière d'émissions de carbone. Cette notion de coopération et in fine, en fait, le fait de réussir à se délocaliser à d'autres endroits pour créer des hubs de richesse à un endroit, on va dire dans un tissu économique plus local, plus restreint, et une notion que des grands groupes tels que le nôtre, jusqu'à maintenant, n'ont pas forcément trop réfléchi, pensé, conçu. Or, je pense que ça va devenir nécessaire demain. Donc, si on prend l'exemple du licensing, chez nous, on a lancé, par exemple, les produits au soja donc en Chine. L'idée n'était pas, à ce moment-là, d'aller exporter les produits fabriqués en France vers la Chine, mais bien de délocaliser une industrie et de concevoir là-bas, de donner le savoir-faire, de laisser accès au savoir-faire pour la fabrication de produits ultra frais au soja en Chine, donc avec cette notion de licensing, plutôt que d'aller donc exporter les produits qui auraient eu un impact carbone beaucoup plus important. Donc ça, c'est sur la notion de coopération et on va dire de maillage local. Et puis, pour revenir sur la notion de résilience qu'évoquait Sébastien, pour moi, la résilience, en tout cas dans l'entreprise, c'est la capacité aussi à être multi, c'est-à-dire... au départ, Olga est une laiterie. Elle fabriquait des produits laitiers avec du lait de vache. Progressivement, elle s'est développée donc, en intégrant les produits de petits ruminants, donc à savoir le lait de brebis, le lait de chèvre. Et puis, dans les années 80, avec l'arrivée des quotas sur le lait, finalement, le relais de croissance a été de se diversifier vers le végétal. Donc l'arrivée du végétal a permis de pouvoir basculer et en tout cas de trouver un équilibre pour ne plus dépendre uniquement du laitier. Et puis également en termes de marché, d'être à la fois sur la grande distribution et sur le réseau bio, qui permet aussi cette capacité multi, même si on le sait à l'heure actuelle, le marché du bio est quand même en difficulté. Mais je pense que cette résilience, elle est vraiment dans la capacité à retrouver son équilibre en ayant un pied dans plusieurs marchés. Marie-Laure évoquait le Planet Score. Chez Olga, quelle est l'optique en termes d'affichage environnemental et en interne, quels sont les outils d'évaluation? Est-ce que vous utilisez par exemple des analyses de cycle de vie? Alors le Planet Score est un sujet hyper important chez nous puisque donc l'entreprise fait partie du Synabio qui est donc rattaché, enfin en tout cas qui promeut le Planet Score. Suit ce sujet de très près avec l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui l'a conçu. Le Planet Score fait donc partie intégrante des sujets du moment. On l'a testé sur tous nos produits ultra frais. Donc pour l'instant, on a de la chance, ils sortent plutôt bien. Mais c'est vrai que malgré tout, se pose la question de savoir si on peut faire encore mieux. Donc le sujet du sucre de betterave en fait partie. Et puis derrière, c'est aussi effectivement l'activité de plus de lobbying, d'aller convaincre en fait le monde politique qui aujourd'hui hésite encore sur le meilleur modèle de cet affichage environnemental et qui
potentiellement pourrait défavoriser la bio, défavoriser les modèles extensifs au profit des modèles plus intensifs. Marie-Laure, une réaction? Oui, juste un complément par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous, on a intégré un collectif qui s'appelle En Vérité, qui milite pour l'obligation de cet affichage environnemental sur les produits agroalimentaires et qui fait aussi un gros travail, et mes équipes y participent, sur l'affichage des origines, pour qu'on obtienne légalement que vraiment toutes les origines des ingrédients soient apposées sur les emballages. Merci Marie-Laure, avec une passerelle que vous tendez avec la matinée de demain, puisqu'on accueillera David Garbous, qui est un des porte-parole du collectif. Du comité. Voilà, exactement, la matinée de demain étant sur le thème de l'origine locale. Je voudrais qu'on reste dans les exemples concrets. Sébastien Marquand, vous collaborez évidemment avec différentes entreprises. Donnez-nous une autre source d'inspiration d'avancées très, très concrètes. Okay. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, on fait les afters. Donc à 14h, petite page de pub, à 14h, il y a un atelier innovation, transition de modèle économique au Hall 6 sur l'espace usine agro du futur, pour commencer à se poser les quelques questions qui peuvent déclencher peut-être des petites ouvertures dans vos entreprises. Invitation bien reçue. Merci. Du coup, un exemple, je parle d'une entreprise qui était une entreprise d'une 50aine de personnes qui distribue du matériel dans les entreprises, notamment des compresseurs à air comprimé. Donc j'ai pris cet exemple-là parce que je pense dans l'agro, tout le monde a au moins un compresseur à air comprimé dans son entreprise, je pense. Et donc du coup, modèle classique, j'ai intérêt à vendre, voire à louer basiquement, toujours plus de compresseurs et les plus gros possibles, parce que c'est ça qui justifie en pied de facture un prix intéressant, conséquent, quoi. Démarche RSE, dit maintenant comment on va plus loin, est-ce que ça fait sens, etc. De se dire, on va se décorréler là aussi du volume et on va passer à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On va coopérer avec le client industriel qui peut être agroalimentaire. Donc ça parle aussi, vous, industriels dans la salle, de dire je peux raisonner mes ventes, mais surtout je dois raisonner aussi mes achats, mes intrants. Et ça marche aussi dans ce sens-là, en fait, quoi. Et du coup, cette entreprise qui s'appelle André Cros, elle va travailler avec les équipes de maintenance pour calibrer quel est à l'instant T le bon compresseur, et quel est l'état aussi du réseau, parce qu'il y a beaucoup de compresseurs qui tournent pas mal en vide parce que l'état du réseau est pas terrible. Et va aussi dire, en fait, il y a beaucoup de chaleur fatale, comment on va la récupérer, en fait, quoi. Et du coup, cette entreprise-là, qui n'est pas le fabricant de compresseurs, mais plutôt le distributeur installateur, a travaillé aussi en amont avec les fabricants de compresseurs pour du coup les éco-concevoir. Parce que l'idée, c'est maintenant de mettre à disposition le compresseur. Et puisqu'on parle de fonctionnalité, ce dont on a besoin, c'est des mètres cubes d'air comprimé. On est bien d'accord. En fait, on s'en fout du compresseur. S'il y avait, des pompes à vélo écologiques qui feraient le taf, ça serait bien aussi. Il se trouve que ça reste des compresseurs. Mais du coup, on a surtout besoin des mètres cubes qui soient délivrés au bon endroit avec le moins d'impact possible, en fait. Et ça, c'est l'engagement que prend l'entreprise André Cros. Et on va mesurer en fait les KPI qu'on a avec moins de rupture de chaîne, avec une baisse du coût de maintenance de l'installation pneumatique. Et du coup, avec les fabricants de compresseurs, ils ont imaginé une façon de récupérer cette chaleur fatale et de la réinjecter dans le réseau. Donc du coup, le modèle économique de l'entreprise André Cros devient la commercialisation de mètres cubes d'air comprimé, enrichi avec du success fees sur les impacts générés, une meilleure productivité de l'entreprise, une meilleure formation des équipes de maintenance interne, parce que comme eux, ils sont parfois loin du site où c'est installé, ils n'ont pas envie d'être tous les 4 matins à venir réparer. Donc du coup, ils s'investissent à fond dans la coopération avec les équipes de maintenance sur place, pour éviter les déplacements, pour éviter de réveiller un technicien à 5h du mat pour dire dépêche-toi parce que là il y a 200 personnes qui ne peuvent pas bosser, donc, etc., etc. Donc du coup on va chercher ce qu'on appelle de l'efficience économique à partir de la raison d'être de cette entreprise, qui n'est pas de vendre des compresseurs à air comprimé, mais de rendre accessible et le plus vertueux possible ces installations. On a imaginé un nouveau modèle. Un nouveau modèle économique. On ne vend plus des équipements, mais finalement, on vend de la sobriété énergétique, ou en tout cas de la performance énergétique. Et on cherche à valoriser dans le modèle économique ce qu'on appelle les externalités positives. Parce que j'imagine que si vous êtes là, vous avez tous creusé à fond vos externalités négatives. Qu'est-ce qu'on fait de pas bien, nanana, comment on réduit? Mais j'imagine que vous avez peu regardé tout ce que vous faites de bien et que c'est
pas assez valorisé aujourd'hui, quoi. Donc vraiment, il faut partir effectivement de ce qui fonctionne et de ce qu'il faut valoriser. Alors, à ce stade de notre discussion, j'aimerais qu'on essaye de répondre au fond à la question, parce que vous nous avez effectivement présenté des modèles très engagés qui vont effectivement loin avec des décisions très, très fortes. Mais au fond, est-ce que ça marche? Parce qu'on est quand même dans un contexte économique particulier, situation inflationniste des matières premières. On sort, 1er mars, de négociations avec la grande distribution. Allez, je ne vais pas dire tendues parce qu'elles le sont chaque année, mais vraiment exceptionnelles compte tenu du contexte. Alors, Marie-Laure Jarry. Merci de poser la question. En fait, je pense qu'on est au début. Moi, j'ai envie de dire, si on reste sur le modèle grande distribution classique actuellement, non. Mais l'espoir, c'est vraiment que nous, on soit aussi moteur pour faire changer les modèles. De toute façon, moi, je pense que même si on prend des bonnes initiatives, un jour, on va être aussi obligé d'avancer par la contrainte. Nous, Christophe, qui est dans la salle, qui est responsable de tout l'approvisionnement chez Maison Le Goff, on a vécu avec Christophe des vrais moments de panique sur l'approvisionnement. Est-ce qu'on aura, avec les sécheresses qui s'annoncent, le blé qu'on voudra, le beurre qu'on voudra, beurre issu de l'E-France? Je rappelle que 25% des agriculteurs de Sodial ont plus de 57 ans. On a témoigné sur une soirée à Morlaix Communauté lundi soir autour de la ressource en eau. Eh bien, vous avez vu les débats de sociétés qui veulent s'installer, qui sont très consommatrices d'eau. Donc, la réponse, c'est que j'ai pas de réponse en fait, parce que pour le moment, on n'a pas de recul. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on vend des produits que Camille Blin, qui est la responsable R&D, et son équipe source avec ce cahier des charges Gourmandise Planète. Et on vend des produits chers. Vous voyez, le sarrasin, pas les 100% sarrasin qu'on sort en avril, ils seront en magasin à 32 € le kilo. Donc, c'est voilà. Parce que forcément, Marie-Laure, si on résume, allez, je vais être très schématique, mais soit on est dans une stratégie de croissance, on cherche des volumes avec des faibles marges. Ça c'est mort. Soit on est dans une stratégie avec moins de volume, mais il faut aller chercher la rentabilité quand même. Il faudra aller chercher de la valeur, et peut-être que les boîtes seront beaucoup plus petites qu'elles ne sont aujourd'hui. Enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûrement. Donc, c'est cette logique volumétrique, extractive, où vous gagnez même pas votre vie. Je rappelle juste que le BE, l'excédent brut d'exploitation des industries agroalimentaires, s'est réduit de 16% entre 2019 et 2022, et que l'industrie agroalimentaire en France a perdu 10 points de marge brute en 10 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de 45 à 35. Quand vous êtes une IA, une industrie agroalimentaire, et que vous avez 35% de marge brute, vous êtes en mode survie. Vous ne pouvez plus investir. Et donc, de toute façon, ce modèle qui consiste à avoir 15 millions par ligne et à balancer des volumes, il est mort pour la planète, il est mort pour les gens qui les mangent, et il est mort pour l'économie, parce que c'est un truc de centimes. Donc, on est là à tout optimiser, de se dire qu'est-ce que je dois réduire comme truc, mais au final, on ne gagne pas notre vie vraiment. Posez-vous la question, juste pour conclure, quand les journalistes vous disent « Ah, super, l'inflation, elle est moins importante en France qu'ailleurs. » Pourquoi ? Parce que nous, on ne passe pas nos hausses. Et que notre marge, elle fait de 45 à 35. Voilà. Oui, c'est certainement effectivement la conséquence de l'organisation du système de grande distribution plus centralisé que dans d'autres pays. Je me tourne vers Louise. La réponse de Marie-Laure était très claire. Alors, est-ce que pour vous, effectivement, cet engagement dans un modèle plus responsable porte ses fruits? Si oui, à quel niveau au regard du contexte qu'on vient de décrire? J'aurais la même réponse que Marie-Laure. Je pense que c'est difficile de dire aujourd'hui si l'entreprise a ses chances, et je pense effectivement pas sous la configuration actuelle. Et je pense que c'est peut-être ça le problème majoritaire, c'est que du fait de l'incertitude et le temps nécessaire, les investissements nécessaires pour changer, finalement, est-ce que ce temps-là, on l'a vraiment à disposition? Et en fait, c'est le temps de la réflexion versus l'urgence climatique, quelque part. Et parfois, on ne sait pas forcément trop sur quel pied danser. On évoquait des sujets vraiment d'actualité, comme la ressource en eau.
La BEA, dont Olivier est président, a un sujet, donc reuse, sur l'utilisation de l'eau dans les industries agroalimentaires. Voilà, on en a parlé ce matin, en effet, avec les annonces présidentielles de la semaine dernière, dans la suite du Varenne de l'eau, et donc le droit à expérimenter le reuse en agroalimentaire a été ouvert. Et en fait, c'est tant mieux, puisque jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que finalement, la législation va à l'encontre d'une économie de ressources, va à l'encontre de ce que les industriels souhaitent porter en termes de résilience dans les modèles économiques. Donc c'est tant mieux que ça avance. Je pense que ce n'est pas le seul point sur lequel il faudrait que ça évolue. Sur l'efficacité énergétique, parce que c'est vrai qu'on connaît aussi Olga pour avoir été pionnier sur différents aspects. Je pense au site de Châteaubourg qu'on peut voir de la route, avec une éolienne, des trackers solaires, une chaudière biomasse. Est-ce que par exemple ce sont des investissements qui à l'époque étaient vraiment pionniers, qui portent ses fruits ? Alors effectivement, on en a un tout petit peu parlé, mais le sujet de la souveraineté énergétique, il est hyper important aussi dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le prix du gaz a explosé. Si on prend l'exemple de la chaudière biomasse, chez nous, elle a été installée en 2016. Elle couvre aujourd'hui quasiment 100% des besoins en vapeur de notre plus gros site industriel, donc qui est le site de Sojasun à Châteaubourg. Effectivement, le retour sur investissement est carrément plus intéressant qu'il ne l'était au moment de l'installation de la chaudière, du fait de l'augmentation du prix du gaz. Et ça, en fait, c'est un confort dont on s'aperçoit aujourd'hui, qu'on percevait peut-être un petit peu moins en imitant le prix, en investissant en 2016. Et finalement, on se dit que cette notion de souveraineté énergétique, de savoir qu'aujourd'hui, sur notre plus gros site industriel, on peut se couper hors période de maintenance du gaz pour la production, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Merci Héloïse. Même question, c'est la dernière avant la séance de questions-réponses. Sébastien, au fond, est-ce que ça marche, ces modèles responsables ? Oui, ça marche. Et j'allais dire peut-être un message, c'est quoi que vous vouliez réussir, engagez-le. Et je veux dire par là, c'est que en fait, ça peut paraître une grosse montagne à franchir. Et en fait, on ne bascule pas un modèle économique du jour au lendemain. On va plutôt partir des quelques personnes qui ont envie. Donc cette notion d'envie, elle est vraiment capitale. Et on va isoler d'abord un petit périmètre assez sécure dans lequel on s'autorise à faire vraiment autrement. L'idée, ce n'est pas de l'amélioration continue, vous en faites tous les jours et il faut surtout continuer à en faire. Mais là, on va chercher vraiment des périmètres sur lesquels on va essayer de faire vraiment autrement. Et ça, parfois, ça rallume des lumières, ça redonne de l'envie, de l'espoir. Et c'est de la bonne contagion. Donc, il y a un côté viral qui est vraiment important à initier. Et vraiment, du coup, dans cette notion de transition choisie versus transition subie. Et moi, j'ai vraiment à cœur de vous partager que ça peut être des beaux chemins. Et ça peut être avec joie. Et d'ailleurs, je pense que ça sera la meilleure façon de le réussir, c'est de le faire avec joie. Et voilà. Et donc, quelle petite joie vous avez envie d'engager et de réussir avec vos collègues ? C'est peut-être la question avec laquelle vous pouvez repartir dans votre sacoche du CFIA. Merci Sébastien. On peut applaudir nos trois intervenants et intervenantes pour ces belles perspectives. Effectivement, allez, qui nous donne le sourire. C'est le moment de la séance des questions-réponses. N'hésitez pas à vous manifester. Un micro circule dans la salle, madame, devant. Alors vous savez, pour les besoins de la diffusion en direct, si vous pouvez vous lever, comme ça on vous voit poser la question. Bonjour. Et dire quelques mots pour vous présenter, comme ça. Ça fonctionne ? On vous entend bien. Donc là, moi je vais plus intervenir en tant que citoyenne. On parle de nouveaux modèles. Vous parliez, Madame Jarry, de votre palais au sarrasin à 32 € le kilo qui va arriver là sur le marché. Comment vous impliquez, parce que ça me semble aussi très important, les consommateurs, comment vous les formez dans cette démarche-là, parce qu'il va falloir faire avec eux. Sans eux, ça va être compliqué. Merci pour cette question. Merci de poser cette question. Marie-Laure Jarry. Nous, on fait goûter en magasin les produits, c'est-à-dire qu'on a un programme d'animation très fort par magasin, où on propose 2 animations par magasin, parce qu'on a parlé environnemental, mais on a assez peu parlé de la qualité de la formulation des produits. Donc il y a aussi vraiment, nous, l'équipe R&D s'interdit, et elle a raison, des tas de choses qu'on retrouve dans nos produits, du biscuit et du gâteau. Il faut savoir que nous, on est
proche des plats cuisinés. C'est-à-dire que notre univers de consommation en grande conso, il est absolument ravagé par les dérivés de sirop de sucre, par les additifs, par les conservateurs, par les texturants, par les arômes. Donc nous, même naturels, on s'interdit les arômes. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner. On est vraiment aussi sur cette logique de mieux mais moins. C'est vrai pour la viande. Ça va être vrai aussi pour le sucré. De quel sucre vous vous nourrissez? C'est ça le message vis-à-vis du consommateur. C'est sûr que si vous avez du sirop de glucose et de la maltodextrine dans ce que vous prenez, c'est pas pareil que si vous avez du sucre français issu de betterave bio. Voilà. Donc nous, notre conviction, c'est qu'on est dans le plaisir. Vous voyez, dans la question de la raison d'être, on travaille dans la Convention des entreprises sur le climat. Pour définir la raison d'être, on se pose la question de notre question régénérative. Je ne crois pas qu'on va nourrir les gens, nous. En tous les cas, ce n'est pas notre positionnement. On va donner des morceaux de plaisir. Parce que quoi qu'il arrive, dans les années à venir, on aura besoin de ces instants de plaisir. Et ils seront à 32 € le kilo, parce qu'il n'y aura plus de beurre, en tous les cas, France, ou peu. Parce que pour le moment, des jeunes qui veulent faire ce métier, il n'y en a plus. Et donc, on va gérer une gourmandise chère avec des ressources réduites. Et ce sera ça, le truc. Il n'y en aura pas d'autre voie, en fait. Je me tourne vers les autres intervenants. Justement, quelle perception ont les consommateurs et surtout, vous, comment on communique, comment on fait de la pédagogie, comment on échange auprès du destinataire final des produits alimentaires, le consommateur qui est aussi, comme vous le disiez, madame, un citoyen. Héloïse? C'est vrai qu'on a très peu parlé de la position du consommateur et pour une entreprise agroalimentaire, elle est évidemment cruciale. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même un paradoxe. En tout cas, nous, on le voit sur nos catégories de produits, que ce soit sur le laitier, le végétal, le traiteur végétal aussi. Il y a un paradoxe entre manger sain et se faire plaisir. Et dans tout ça, on est censé intercaler l'alimentation durable, ou en tout cas la durabilité du système alimentaire de demain, qu'il soit français, européen ou même mondial, avec cette notion de raréfaction des ressources et de l'inflation qu'on connaît actuellement. Je pense que derrière, il y a surtout la notion de savoir privilégier la qualité sur la quantité. Et en fait, du coup, ça renvoie à la notion de pédagogie du consommateur et de qu'est-ce qu'on véhicule finalement. Et au milieu de toute la masse de publicité qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle, qui du coup ont plutôt tendance à accentuer la consommation et donc être plutôt dans une démarche de surconsommation, finalement, c'est de se reposer la question en tant que consommateur de est-ce qu'on est vraiment sur un pouvoir d'achat ou plutôt demain une question du vouloir d'achat qui va venir chercher les valeurs, les convictions profondes en tant que consommateur. Et ça, je pense que c'est une notion qui n'est pas forcément suffisamment mise sur le devant de la scène aujourd'hui. Marie-Laure Jarry. Juste pour compléter, la part de l'alimentation dans le budget des Français est passée de 34% à 17%. Alors, j'ai plus le nombre d'années pour arriver à ça. Sachez que les rumeurs de chiffres, alors à prendre avec des pincettes qui circulent pour le premier trimestre 2023, c'est 11%. Ça fait 50 ans qu'on nous explique que se nourrir, c'est du prix. Cette période est définitivement terminée. Ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher de se nourrir. Sans doute une inversion de la courbe. Sébastien, sur cette question? Oui, j'ai envie de revenir à cette notion d'engagement sociétal des entreprises et à cette proximité. En fait, je pense qu'on a délégué l'information du consommateur, et notamment sur ces sujets d'alimentation, à des programmes nationaux nutrition santé, etc., etc. Et du coup, qui est parfois très hors sol ou très loin de tout à chacun. Et je pense que si c'est Mme Jarry autour de Morlaix ou avec l'aide de ses collaborateurs, etc., qui portent le message, on va avoir une proximité. Et je pense que beaucoup de gens auraient envie de bien faire. Il y a un problème de méconnaissance. En fait, c'est beaucoup de gens ne savent pas. Nous, on est déjà un peu un public d'initiés là aussi, mais du coup, faut pas sous-estimer cette méconnaissance. Et juste pour faire le lien, c'est économie, économos, c'est la bonne gestion de la maison aussi, si on revient à l'étymologie du terme. Et c'est surtout, si on regarde un peu plus dans le détail, c'est la gestion de la rareté. La gestion de la rareté de la ressource, en fait, quoi. Et je pense que cette rareté-là, elle commence à arriver dans les foyers. Et du coup, il y a l'heure des choix, du pouvoir, du vouloir. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie?
qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mes enfants. Et c'est un peu la jungle quand même, malgré les 36 000 labels, et c'est peut-être parce qu'il y en a 36 000 qu'on ne s'y retrouve plus. Mais du coup, je pense que dans le patrimoine immatériel d'une entreprise, il y a la confiance. Comment j'en fais bon usage de cette confiance pour justement apporter la bonne information et comment je me détache. Et si mon modèle économique me détache du volume, je ne vais pas utiliser cette confiance-là pour en fourguer toujours beaucoup plus, quoi. Je vais essayer de donner les bonnes informations pour que les gens choisissent en conscience. Et il se trouve que si moi j'ai construit en conscience, il y a des chances que ça matche quand même. Okay. Merci Sébastien pour cette réponse. On a le temps pour une autre question. Y a-t-il une réaction? Ah oui, madame. Alors, merci de vous présenter. Oui, bonjour, Cécile Giraudot de la société Linalico. Je m'intéresse à tout ce qui touche à l'innovation du système alimentaire. J'avais une question par rapport à Olga et à la Maison Le Goff. Dans votre participation au projet alimentaire de territoire, c'est des choses qui se développent de plus en plus. J'en vois un certain nombre. Je ne vois pas beaucoup et les industriels et les distributeurs locaux. Donc, je voulais en savoir un petit peu plus sur votre position. Très bonne question, effectivement. Les fameux PAT, c'est un vrai questionnement, effectivement. Alors nous, on a rendez-vous vendredi avec l'élu de la communauté de Morlaix qui va porter ce sujet. Donc, pour nous, la coopération, elle est vraiment essentielle localement. Donc, on a plusieurs projets à ce sujet. Donc, c'est déjà, effectivement, comme vous le soulignez, d'accompagner cette démarche. Nous, on aimerait aussi, à fin avril, notre comité de direction aura vécu la fresque du climat. Notre ambition, c'est vraiment de se former aussi à la fresque et d'aller dans notre secteur pour divulguer cette bonne parole, que ce soit dans les écoles, mais aussi dans d'autres entreprises. Parce que nous, comme vous le disiez, on est un public un peu d'initiés ici, mais le vrai sujet, c'est qu'on en est encore à la prise de conscience. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on accélère sur cette prise de conscience. Je remercie madame de poser la question parce que je pense que ce soit sur l'alimentation, la ressource en eau, la biodiversité, les entreprises devront être beaucoup plus engagées là-dessus. Et vous voyez, à Morlaix Communauté, lundi soir, il y a un monsieur qui gère, un des présidents qui gère une des usines qui produit l'eau potable, qui a dit, demain, de toute façon, chaque entreprise devra venir défendre son projet. Et oui, c'est logique. Elle devra dire qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle prend comme ressource, qu'est-ce qu'elle régénère. Et il n'y aura de toute façon pas d'avenir sans ça. Pour Olga et Héloïse. Je rebondis, c'est effectivement une très bonne question. Et je pense que ce sujet des plans alimentaires territoriaux, aujourd'hui, il en est encore qu'aux prémices. Et ça renvoie à ce dont on parlait sur la question de la coopération. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, même sur un même territoire, les acteurs ne savent pas forcément se parler. Et ça, du coup, ça prend du temps. On a évoqué la question de la souveraineté énergétique. Là, on parle de la souveraineté alimentaire. Dans l'entreprise, on a donc un service qui est dédié à cette question de la restauration et donc qui va être plus en lien avec les collectivités. Donc nous, le sujet majoritaire, c'est comment faire en sorte que, notamment dans les cantines, on intègre plus d'alimentation végétale. C'est quelque chose qui est crucial si on veut réussir une transition alimentaire, décarboner l'alimentation. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré dans les pratiques. Les industriels sont finalement assez isolés de tout ça. Et je pense que ça va être de plus en plus important si on veut justement aller vers cette souveraineté alimentaire. Ça va être de plus en plus important de justement coopérer à l'échelle du territoire pour légitimer ces plans alimentaires territoriaux. Prise de conscience en cours, effectivement, comme vous le dites, au sein du secteur agroalimentaire. Et puis aussi du côté des collectivités, il faut avoir la volonté d'aller vers les entreprises de transformation. C'est vrai que les PAET sont souvent très centrés sur des productions agricoles. On a le temps pour une dernière question, monsieur, et ce sera des réponses rapides, car nous approchons de l'heure de la conclusion. Oui, Cédric Lemaire, directeur des opérations de la société Veos. On fabrique des protéines d'origine animale et pour l'application pet food et feeds. Une société belge. Ma question, je rebondis sur ce que disait Madame Jarry concernant les budgets des consommateurs.
Et effectivement, clairement, on voit bien qu'en France, en Europe, pas partout dans le monde, hein, j'étais expatrié, le budget alimentation baisse. Que compte faire on va dire, je vais parler le lobby, mais le lobby des IA par rapport à... Aujourd'hui, si vous voulez, les consommateurs consomment de l'automobile, consomment de l'Internet, et c'est ça qui vient grignoter aussi, finalement, le budget. Et comment on se défend par rapport à ça? C'est ça, question intéressante, parce que dans le chiffre amené par Marie-Laure Jarry, évidemment, ce sont des parts relatives, c'est-à-dire que c'est d'autres voilà, postes de dépenses qui ont augmenté, le logement, voilà, poste critique, mais aussi la téléphonie et voilà, d'autres activités. Je ne sais pas si vous avez suivi dans le vêtement là, les fermetures de magasins, principalement parce que on est surcapacitaire sur le vêtement, sur la chaussure, etc. C'est vrai aussi pour l'agroalimentaire. Enfin, je veux dire, on a aujourd'hui trop de choix. C'est évident. Enfin, donc il y a le manger moins mais mieux, ça c'est certain. Et il y a des arbitrages extrêmement forts qui vont être faits. Et il y a des pans de business qui vont réduire et s'arrêter. C'est-à-dire tout ce qui sera, de mon point de vue, pauvre en apport, que ce soit apport énergétique mais aussi qualitatif, petit à petit disparaîtra. C'est pour moi inévitable. Merci pour cette réponse. Eh bien, c'est la fin de cette table ronde et de cette matinée usine agro du futur. Merci d'applaudir très chaleureusement nos deux intervenantes et notre intervenant.